Et ce soir, notre invité à 18h17, il est historien, chercheur associé, grand spécialiste de la colonisation et il a été chargé par le président de la République, Emmanuel Macron, d'identifier des figures de notre histoire issues de l'immigration, des femmes également, pour renommer des rues et des bâtiments publics. Bonsoir Pascal Blanchard. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors, vous avez identifié 318 noms qui vont de Ventura à l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, en passant par des héros de guerre vietnamiens, des tirailleurs sénégalais, Bakary Diallo notamment, des femmes, Gisèle Halimi, Françoise Giroud et plein d'autres. D'abord, où est-ce qu'on en est un mois après ? On en est à faire déjà que l'écho a été extrêmement bon, que beaucoup de maires nous ont appelés, que des programmations d'inauguration sur le mois... Vous savez qu'en ce moment, inaugurer une rue, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Donc, le créneau des premières inaugurations va être juin-juillet pour Madame la Ministre, Nadia Hay, qui va être celle qui maintenant prend le relais de notre travail d'historien. Et je pense beaucoup de demandes aussi pour des bâtiments publics, ce qui nous surprend énormément, médiathèques, bibliothèques, complexes sportifs, où justement là, l'adéquation entre un sportif connu et reconnu et les nouveaux complexes sportifs fait énormément sens. On a beaucoup de demandes de ce type-là. Et oui, je pense que c'est à la fois un succès sur le court terme dans l'impact que ça a produit, et de manière très concrète, puisque c'est les maires qui s'en emparent maintenant, qui débattent sur les territoires avec leurs conseils municipaux. C'est ma question justement, Pascal Blanchard. Comment le président de la République, comment les associations, comment vous, qui avez entre guillemets choisi ces 318 noms, vous pouvez inciter les maires, les conseils municipaux à piocher dans cette grande liste ? Leur suggérer, leur donner envie. Leur dire, au lieu d'aller chercher des fois un étranger de l'étranger, comme Martin Luther King, Mandela, regardez notre histoire. Ils ont défendu la France, ils ont aimé la France, ils ont chanté la France, ils ont écrit la France, ils ont soigné la France pour les médecins. Piochons des noms qui ramènent à notre histoire dans nos frontières pour raconter une histoire qui touche de plus proche les Français. Car très souvent, c'est aussi simplement la méconnaissance de ces portraits. Et pourquoi vous pensez que c'est important dans notre histoire commune, dans un moment aussi fracturé, on en parlera ? Parce que quand on se regarde dans un miroir, on a envie de voir une part de soi pour être légitime. Ça s'appelle la reconnaissance. Et on a besoin à un moment d'être reconnu dans un pays. Et que aussi tout le pays reconnaisse que ces gens simplement ont contribué à notre histoire. Vous savez, si vous discutez rapidement, vous pensez qu'Aznavour c'est notre patrimoine, Picasso c'est notre patrimoine, Mortenol vous connaissez moins qu'un défendu Paris. Mais tout ça c'est notre patrimoine. Simplement beaucoup de Français ignorent même qu'un Mortenol a défendu Paris, qu'il y avait un aviateur d'OUI, vous en parliez tout à l'heure, vietnamien pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup ne savent même pas qui est tout ça à l'ouverture. Qui connaît Ponette Nardal, qui rentre à la Sorbonne, première femme noire et qui va contribuer à la négritude. C'est aussi une manière de transmettre aux générations futures. Vous savez, la commémoration, les noms de rues, c'est pas pour notre génération généralement. C'est pour ceux qui viendront demain. Mais est-ce qu'on n'est pas juste dans le symbole et dans l'accessoire, pardon de le dire ainsi ? Bien sûr. Bien sûr, on est dans l'accessoire et dans le symbole, c'est pas ça qui fait que les gens iront mieux. Par contre, ça contribue à faire que beaucoup se diront que ce pays est le leur. Alors, c'est une démarche aussi, on va dire les choses, Pascal Blanchard, qui ne fait pas l'unanimité, notamment dans la classe politique. Sinon, il y aurait des noms de rues déjà de la diversité partout en France, si ça faisait l'unanimité. Bruno Retailleau, par exemple, des Républicains, juge que le président fait le jeu, je le cite, des décoloniaux qui ne sont jamais rassasiés des repentances. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que quand je rends hommage à un soldat qui est mort pour la France, je ne fais pas de la repentance, je fais une mémoire utile pour que notre génération actuelle se souvienne de ceux qui, depuis 230 ans, ont bâti notre pays. Mais en même temps, je n'en veux même pas à M. Retailleau, puisqu'il connaît pratiquement aucun des noms de ce recueil. Normal, il ne les a pas appris à l'école, donc il ne comprend pas l'importance de parler, par exemple, de Raphaël Élysée, un maire noir, élu à Sablé-sur-Sarthe, une ville que nous connaissons tous, et qui a été réélu à Sablé-sur-Sarthe dans les années 30, et qui terminera déporté pour fait de résistance. Mais vous pensez que la repentance est un devoir nécessaire aujourd'hui ? La repentance n'a rien à faire pour notre génération. Nous ne sommes en rien responsables de ce que nos aînés ont pu faire. Par contre, nous avons un devoir de transmission et de savoir. Sinon, vous savez, ces jeunes iront chercher ailleurs des bouts d'histoire que l'éducation nationale ne leur transmettront pas. Et généralement, ils ne vont pas sur les meilleurs sites pour le faire ou auprès des meilleurs porteurs d'une parole incendiaire. Est-ce que vous estimez que c'est l'antidote d'une certaine manière, une des réponses au fameux déboulonnage des statues où on est dans l'excès quand même, on peut le dire. Moi, je suis contre le déboulonnage. C'était d'abord un historien qui veut qu'on détruise le patrimoine, ce serait anachronique. Moi, je pense qu'il faut utiliser ce qu'il y a dans l'espace public, expliquer qui était Colbert, expliquer qui était Gallieni, expliquer qui était Faidherbe, peut-être construire aussi de nouveaux noms et de bâtir de nouveaux endroits pour que notre histoire soit plus ouverte et plus large. Mais surtout, si vous faites effacer le passé dans 20 ou 30 ans, vous ne pourrez plus expliquer aux gens ce qu'a été l'histoire coloniale ou l'histoire de l'esclavage ou l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne suis pas pour effacer ou détruire, je suis pour expliquer. On est plutôt dans une
ouverture d'esprit pour regarder ce passé en face, me semble-t-il, avec le rapport Stora, Oui. avec tout le débat autour des manuels scolaires, de la place qu'on donne à cette histoire de la colonisation et de la décolonisation. Je voudrais élargir le propos, Pascal Blanchard, avec vous, si vous me le permettez, car il y a des polémiques autour de ces thématiques qui se multiplient. C'est normal, s'il n'y en avait pas, ce ne seraient pas les sujets importants. Les réunions non mixtes, des études postcoloniales, cette idée aussi de l'islamo-gauchisme, je sais que vous en doutez, de l'existence même de cette théorie de l'islamo-gauchisme, mais comment expliquez-vous ce retour du racialisme en France, vous ? C'est pas un retour du racialisme, c'est un retour d'une question qui travaille notre société aujourd'hui, parce que pendant 20 ou 30 ans, ces questions n'ont pas été posées ou mal posées. Vous savez, c'est toute une génération de chercheurs, on dit ça vient d'Amérique. Mais dans la plupart des cas, c'est des historiens français et des sociologues qui sont partis en Amérique parce qu'ils n'avaient pas de poste en France. Ces questions sont travaillées par beaucoup de pays depuis de nombreuses années. Nous, ça nous fait peur parce que, comme elles n'ont jamais été appréhendées et enfouies sous le tapis, je vous rappelle qu'on est un pays qui n'a toujours pas un musée d'histoire coloniale, par exemple. Si vous allez en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, c'est des paradoxes. Personne ne comprend qu'on n'a pas encore regardé notre histoire en face. Donc d'un seul coup, on découvre, et c'est vrai d'une manière un peu brutale, tout un retard de plein de questions. Et donc ne soyons pas surpris que ces histoires passées fassent des éclaboussures dans le présent. C'est compliqué, c'est très compliqué ce qu'on est en train de se dire. Ce que ça produit, c'est que ça suscite des censures qui posent question quand même dans les universités. Des deux côtés. Oui, mais des deux côtés. Faut le dire. Si on est honnête, vous et moi, vous voyez, là, si on regarde l'histoire et qu'on fait une analyse du temps présent, vous avez des deux côtés une forme de terrorisme intellectuel qui voudrait empêcher les gens de parler. Est-ce qu'on peut regarder une forme de censure sans forcément regarder à côté ? Mais ça prouve bien que c'est une guerre. La hiérarchie de l'indignation peut être à géométrie variable, mais en tout cas, il y a une censure problématique aujourd'hui à l'université. Vous l'admettez ? Je ne crois pas que c'est le mot de censure. Il y a un rapport de force. Je pense qu'il faut l'appeler comme il est. C'est un vrai rapport de force entre certains qui veulent imposer leur idée des deux côtés. Et donc, au lieu de passer par la voie médiane... L'université doit rester un lieu d'expression, de débat. Il n'y a pas de débat, on est d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas de déprogrammer, comme ça a été le cas il y a quelques temps, une conférence sur Napoléon. L'annulation de la pièce Les Suppliantes, par exemple. C'est des aberrations. C'est des aberrations. D'abord, on ne brûle pas des livres, on ne supprime pas des pièces, on laisse les gens s'exprimer et on peut débattre. Mais je dis bien des deux côtés, parce qu'à partir du moment où on accepte même l'idée qu'une pièce de théâtre peut être interdite. Sauf, bien sûr, si elle est avérément raciste. Rappelez-vous, il y a eu un spectacle qui a voulu être arrêté il y a quelques années, qui était au 104 de Brad Bellès, qui s'appelait Exhibit B. On s'était battu en disant avec Lilian Thuram, mais c'est pas parce que cet artiste est blanc qu'il n'a pas le droit de parler. On doit être vigilant. Mais de l'autre côté, on doit aussi être vigilant pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de nouveaux territoires de réflexion. Le chercheur a la liberté de choisir son sujet. C'est fondamental. Sinon, s'il y avait un immense censeur qui devait décider sur quoi on a le droit de créer, de penser, ou vous, journaliste par exemple, des sujets qui seraient interdits pour vous, vous seriez les premiers à vous lever en disant « ma liberté de journaliste, c'est de choisir mes sujets ». Nous, chercheurs, on dit la même chose. Donc dans les deux cas, il faut s'appliquer une liberté de débattre. Dans les deux cas, il faut être vigilant. Je voudrais vous faire réagir aussi aux critiques dont vous êtes l'objet. Il y a eu cet article qui a beaucoup fait parler, portrait que j'ai là, dans les pages du Figaro, daté du 9 avril. Pascal Blanchard, l'indigéniste, version cool de Macron. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est version cool, en fin de compte, je vais vous dire. Parce que ça veut dire qu'ils ne savent pas comment arriver à tordre la chose. On serait donc un monstre, mais d'un seul coup, on serait un monstre à visage cool parce qu'on travaille sur des sujets compliqués. En fait... Mais c'est nourri quand même de personnalités universitaires. Retraités comme M. Taguieff. Ou Rougier, sociologue spécialiste de l'histoire. Je suis venu sur CNews discuter. Qui dites-vous que les questions raciales et coloniales font votre notoriété et votre profit ? 30 ans que je travaille sur la question coloniale. C'est sévère, ça, comme attaque. Oui, non, mais alors attendez, je vais vous dire une chose. D'abord, je considère que toute personne qui décide de faire du média, comme on fait tous les deux, vous et moi aujourd'hui, toute personne qui décide de s'exprimer, il est normal qu'elle soit critiquée et attaquée. Je ne conteste pas la chose, je n'ai pas les mêmes avis que Rougier, je n'ai surtout pas les mêmes avis que Taguieff, et je n'ai pas du tout les mêmes avis que Vermeuren. Donc, il n'est pas du tout étonnant qu'ils essayent, à travers leur desiderata, leur manière de parler de moi, d'essayer de m'empêcher de parler. Mais la question de fond, c'est est-ce que vous racontez l'histoire par un biais ? Non, je pense idéologique. Non, que je la raconte par rapport à une méthode, peut-être, une manière de parler et une manière de faire des livres qui ne leur plaît pas, j'en doute pas. Quand ils ont vu ce film que vous connaissez bien, Décolonisation du sang et des larmes, ils ont considéré pour eux, c'était pas le film qui leur posait problème, c'est que France Télévisions passe à 20h30 ce type de film. Ils considèrent que seul leur point de vue sur l'histoire est le droit d'exister. Et ben moi, je considère que le droit de la liberté de chercher, de penser, de s'exprimer, et je leur laisse leur liberté totale. Moi, j'interdis pas à M. Vermeuren ou M. Taguieff de parler. Eux, par contre, ils ont un problème. C'est qu'ils aimeraient bien que nous ne puissions pas nous exprimer comme eux. Bien.
J'ai une dernière question Allez-y. d'actualité. Est-ce que vous êtes favorable, Pascal Blanchard, à la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon? Ça fait débat en ce moment là aussi entre les universitaires. Est-ce qu'il faut célébrer Napoléon ou pas? Alors attendez, vous m'avez posé deux questions. Commémorer, célébrer, il va falloir qu'on discute du mot. C'est vrai, c'est pas pareil. Parler de Napoléon est fondamental. C'est une des plus grandes personnalités de l'histoire de France. Commémorer le bicentenaire est essentiel dans notre récit de la transmission. Regardez l'intégralité de ce qu'a été Napoléon est autant important que le commémorer. J'attends de voir l'exposition comme vous qui est à la Villette pour pouvoir juger si justement toutes les parts de lumière et d'ombre de Napoléon. Parce que c'est comme ça qu'on regarde un individu. Ces parts de lumière et d'ombre. Donc je ne pourrais... Oui, il faut le commémorer, mais il faut le commémorer avec toute la justesse du regard de l'histoire. Et je n'ai pas encore vu l'expo avant de vous donner mon point de vue définitif. Bien, vous la verrez, vous reviendrez nous voir au micro d'Europe 1. Merci infiniment Pascal Blanchard d'être passé par le studio d'Europe Soir.